Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans un 100% placé sous le signe du partage et de la communion avec la critique de Ultimate Marvel vs Capcom 3, Oscillation, Game Center, et on commence tout de suite en partageant des news. Après nous avoir présenté le gameplay de Skullgirls, le jeu de combat old school ayant la particularité de n'avoir que des filles dans son roster, Reverge Labs continue la promotion de sa dernière création avec un nouveau trailer. Ce dernier présente Miss Fortune, personnage qui a la particularité de pouvoir se démembrer lors de ses combats. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse admirer les fabuleux graphismes en 2D de cette vidéo, en espérant que vous reconnaîtrez la référence à la série Marvel vs Capcom qui est discrètement cachée. La fin d'année approche et la sortie des blockbusters aussi. Après Super Mario Land 3D, la console portable de Nintendo s'apprête enfin à recevoir sa version de Mario Kart dans un 7e épisode qui a tout l'air d'être un hit en puissance. La firme de Kyoto semble en effet vouloir toucher le cœur de tous les joueurs, nouveaux comme anciens, la preuve avec ce trailer nous présentant toutes les features du jeu. Les anciens de Super Mario Land seront donc ravis d'apprendre que la queue de Tanuki fera office de nouvel item et que ceux qui ont connu le tout premier Mario Kart remarqueront le retour des pièces sur les circuits de course. Mario Kart 7 reprend en effet la recette de tous les épisodes, tout en ajoutant de nouveaux ingrédients comme le parapente ou l'hélice sous-marine. Ajoutons à cela des circuits flambant neufs et on obtient un futur must-have de la 3DS attendu pour le 2 décembre. Et on termine ces news avec le dernier trailer en date du prochain SSX, qui a pour musique un remix du thème non officiel de la franchise It's Tricky de Run DMC. Une nouvelle occasion pour nous de se faire plaisir aux yeux et aux oreilles avec ce déluge de tricks plus hallucinants les uns que les autres. Du coup, on attend avec encore plus d'impatience sa sortie toujours prévue pour le 17 février prochain sur PS3 et 360. Ben oui, je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai encore jusqu'à la fin de l'année, les fêtes de Noël approchent et on sent petit à petit monter tout cet élan de convivialité qui ne va pas tarder à nous submerger et qui submerge déjà les éditeurs. Marvel, Capcom... Voilà, les plus grands héros réunis autour d'une grande table d'un magnifique festin et avec une bûche en plein milieu. Mais au lieu de la manger, ben, ils la prennent comme ça et puis ils se balancent des grands coups de bûche dans les dents. C'est une forme de convivialité aussi. En 1995, en hommage à la mort du grand créateur de comics Jack Kirby, Capcom sortait un jeu de combat consacré à l'univers Marvel, appelé tout simplement Marvel Super Heroes. Quand l'éditeur s'est mis au crossover, ce jeu a tout naturellement suivi, avec Marvel vs Street Fighter en 97 et Marvel vs Capcom en 98. C'est en 2000 que tout a basculé, avec Marvel vs Capcom 2, développé sur système Naomi en arcade. Avec une débauche d'effets visuels et une pléthore de personnages jouables, ce jeu avait connu un succès retentissant, tout particulièrement aux États-Unis, terre d'origine des comics. Au début 2011, Capcom avait donné une suite tant attendue à cette saga, avec Marvel vs Capcom 3, Fate of Two Worlds. L'éditeur avait prévu moult contenus téléchargeables pour le titre, mais suite au tremblement de terre ayant eu lieu au Japon, le plan prévu n'a pas pu être suivi. Capcom a alors décidé de sortir une version mise à jour directement en boîte, à un prix réduit, c'est Ultimate Marvel vs Capcom 3. Dans l'univers Marvel, les versions Ultimate sont des remises au goût du jour des grandes sagas de la compagnie situées dans un univers alternatif. Ici, ce préfixe Ultimate marque tout simplement la mise à jour avec de nouveaux personnages et de nouveaux niveaux. Et il ne s'agit pas de 2 ou 3 nouveaux personnages, on ne compte pas moins de 12 nouveaux héros. Du côté Capcom, on a Strider Hiryu de Strider, Virgil de Devil May Cry, Nemesis de Resident Evil, Frank West de Dead Rising, Firebrand de Ghosts and Goblins et Phoenix Wright de Ace Attorney. Et du côté Marvel, on trouve Doctor Strange, Rocket Raccoon, Nova, Iron Fist, Hawkeye et Ghost Rider.
Avec les 36 personnages du jeu originel et les 2 disponibles en DLC, cela nous amène au nombre de 50 personnages différents. C'est un chiffre comparable à Marvel vs Capcom 2 qui en comptait 56 à l'époque. Notons aussi que même si le boss de fin est inchangé, les fins des personnages ont été refaites pour l'occasion. Blue blazes! I'm awesome! My version of a coonskin cap is basically me chewing on your skull. Any money in pest control? Guess we're about to find out. It's do or die. Fight! Ultimate Marvel vs Capcom 3 est un jeu qui se joue à 3 contre 3. Le joueur doit donc sélectionner 3 héros pour se constituer une équipe, et parmi ceux-là, il pourra librement changer le personnage qu'il contrôle pendant le jeu. L'écran de sélection des personnages demande aussi de choisir pour chaque héros un type d'attaque d'assistance. Il est en effet possible d'appeler ses équipiers pour un bref soutien pendant la partie, et chaque personnage propose 3 types d'assist, alpha, bêta et gamma, avec pour chacun des propriétés d'attaque différentes. Le jeu lui-même se joue à la manière d'un jeu de combat Capcom, mais avec 4 boutons d'action, attaque faible, moyenne, forte et spéciale. Tous les personnages disposent d'un launcher qui enverra le joueur adverse dans les airs et permettra de réaliser des combos aériennes. On trouve en bas de l'écran une jauge de super, et bien sûr chaque personnage dispose de plusieurs super combos. Et comme d'habitude dans les Marvel vs Capcom, on peut aussi déclencher en même temps les super de toute son équipe si la jauge le permet. L'écran de jeu est en fait assez lisible. Mis à part la jauge de super, on trouve en haut de l'écran des indicateurs discrets de disponibilité d'assist de ses camarades. Les barres de vie et la jauge de X-Factor représentée par un gros X rouge. Le X-Factor est un élément de gameplay très important. On peut le déclencher une fois par match et il octroie plus de vitesse, de dégâts et de la régénération. C'est peut-être le point qui a le plus changé depuis la version originelle du jeu. Le X-Factor dure maintenant moins longtemps et est moins puissant, mais il est par contre utilisable en l'air. Toujours sur le système de jeu, certains personnages disposent d'attaques éjectantes qui forcent le joueur adverse à changer de personnage. Il faut bien noter que Capcom a fait preuve d'une certaine créativité avec le système de jeu. Les personnages sont bien différenciés, malgré leur nombre, et on trouve pas mal d'innovations. Phoenix Wright, par exemple, n'était pas par défaut attendu dans un jeu de combat. Mais Capcom lui a donné un système reprenant son gameplay originel, proposant aux personnages 3 phases, recherche d'indices, tribunal et controverse, en reprenant bien sûr les bruitages et musiques de la série. Le Doctor Strange, lui, pourra placer dans l'espace de jeu des guides qu'utiliseront par la suite certains de ses projectiles. Arthur de Ghosts & Goblins, de son côté, pourra utiliser les diverses armes de son propre jeu et pourra même équiper son armure d'or. Comme il est désormais coutume dans les jeux de combat, le joueur gagnera des points pendant la partie, ce qui lui permettra de débloquer illustration, musique et concept art. Enfin, le jeu propose plusieurs modes, le jeu hors ligne, en ligne, contre des adversaires, ainsi qu'un mode d'entraînement et des missions qui sont des défis de combo par personnage. Et le jeu en ligne a lui aussi été revu avec notamment l'addition d'un mode spectateur. Ultimate Marvel vs Capcom 3 est un jeu très flashy et il l'assume complètement. On ne se prend pas forcément au sérieux comme dans un Street Fighter 4, mais une fois qu'on est un peu dedans, on apprécie un jeu efficace et extrêmement fun. Même s'il peut paraître un peu confus au premier abord, la stratégie est bien présente, notamment dans le choix des attaques d'assist de ses personnages. Les fans de comics ainsi que ceux de Capcom apprécieront le nombre incroyable de références placées dans ce titre. On pense notamment au niveau Days of Future Past côté Marvel. Enfin, comme à chaque mise à jour Capcom, le rééquilibrage des personnages remet les pendules à l'heure au niveau des compétitions. Certains joueurs pourront penser que des mises à jour trop fréquentes sont un aveu de manque de finition, mais c'est à notre avis le signe d'un soutien apporté par l'éditeur, et ce soutien va continuer avec un nouveau mode de jeu en équipe proposé en DLC gratuit peu après la sortie. Ce mode, Heroes and Heralds, sera jouable seul ou à plusieurs et proposera de collecter des cartes permettant de customiser ses personnages. Ultimate Marvel vs Capcom 3 est décidément un titre qui mérite que l'on s'y intéresse. You win! Can't improve on perfection. C'est vrai que c'est toujours sympa, ces jeux qui mélangent plusieurs personnages, ce qu'on appelle dans mon conducteur le jeu choral.
Pas le choral, hockey choral avec Clint Eastwood, son lasso, tout ça. Non, plutôt une chorale comme les petits chanteurs à la croix de bois. Ouais, sauf que je sais pas si dans Oscillation il y aura des petits chanteurs avec des croix en bois, mais bon, on peut toujours regarder, hein, comme ça on saura. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode d'Oscillation dans la thématique jeu qu'aiment les filles. Le jeu dont nous allons parler aujourd'hui a la particularité d'être l'un des tout premiers où le personnage principal était une femme, alors que le genre du jeu en tant que tel ne s'adressait pas particulièrement à la gente féminine. À l'époque, une grande campagne de communication accompagne d'ailleurs la sortie du jeu, et beaucoup de femmes se mettent à y jouer en découvrant par la même occasion le genre d'action-aventure. Les médias rendent le nom de la protagoniste célèbre, Lara Croft. Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui de Tomb Raider. La musique de Tomb Raider a été composée par Martin Iveson et Nathan McCree. La musique ? Rappelez-vous, si vous avez joué au tout premier volet de la série, que très au contraire des autres jeux de la même époque, le personnage agit la majorité du temps dans le silence le plus complet. Ainsi, on n'entend que le bruit de ses pas sur différentes surfaces et le bruitage de ses autres interactions dans le jeu. La musique n'intervient qu'à certains moments clés comme des combats, une brève cinématique ou la découverte d'un secret. Ici, je ne peux m'empêcher de tracer le lien avec un autre jeu, sorti 2 ans auparavant et comportant également une femme comme personnage principal, Super Metroid. Souvenez-vous, là aussi, Samus évolue dans le silence le plus complet. Ce choix inhabituel pour l'époque a 3 principales fonctions. Dans un premier temps, il est beaucoup plus réaliste de ne pas à tout instant être accompagné d'un fond musical, surtout quand on explore des caves, des tombeaux et des temples. En deuxième lieu, cela facilite la réflexion du joueur car aucune musique ne peut le lasser ou le déconcentrer. Finalement, par les interventions musicales savamment placées dans le gameplay, la musique acquiert un caractère vraiment tragique et épique. Elle aide le joueur à instantanément identifier les moments particulièrement importants dans le jeu et peut aussi le prévenir d'un danger imminent. La musique dans Tomb Raider est ainsi à tout instant directement liée au gameplay et peut exprimer le suspense, le danger, ou l'exploration. Le thème de Tomb Raider, un air lyrique accompagné d'une harpe, nous donne beaucoup d'indications précieuses sur la vision des compositeurs. Notez d'abord les progressions de quinte dans l'accompagnement de la harpe. Nous en avons exactement 3. Écoutez bien. Le morceau tout entier sera basé sur cette progression de 3 quintes. Nous allons y revenir dans un instant. Remarquez comment les compositeurs choisissent ici d'utiliser 3 des instruments les plus anciens du monde. La harpe, ou tout simplement des cordes pincées, le hautbois, un timbre de son déjà connu des Égyptiens et des Grecs, et l'instrument probablement le plus ancien de tous les temps, la voix humaine. Les enchaînements de quintes à la harpe font clairement référence aux tout premiers instruments à cordes pincées qui n'avaient pas beaucoup de cordes à disposition et étaient souvent accordés en quinte.
Même avant l'apparition des tonalités comme on les connaît aujourd'hui, la quinte, de par son caractère universel, a déjà servi aux musiciens de l'Antiquité. Il s'agit aussi du premier intervalle accepté dans le chant grégorien, un chant liturgique apparu vers les années 600. Le chant grégorien est aussi représenté par le chant dit monodique, car il s'agissait d'une musique qui excluait toute consonance sonore. Les chanteurs chantaient tous toujours la même note. On appelle ça aussi un unisson. C'est également le cas dans le thème de Tomb Raider. L'Antiquité, l'ancienneté, la religion, tous ces éléments peuvent ainsi être trouvés dans le thème principal de Tomb Raider. Il est emballé dans des tapis de cordes et des lignes de cuivre, instruments beaucoup plus modernes, et symbolise ainsi parfaitement les aventures de Lara Croft, une archéologue moderne à la recherche de secrets anciens. Ben oui, avec Macha, on était tous dans le même move, la même vibration, on était tous à l'unisson. Et pour continuer dans le partage, ben, on va partager les écrans. Ou plutôt non, puisque en fait, Game Center va traiter des bornes Darius avec des multi-écrans. C'est bien aussi, au lieu de partager les écrans et que c'est tout petit, après on n'y voit plus rien, ben là, il y a plein d'écrans, a priori. Bonjour et bienvenue dans Game Center. Aujourd'hui on reste au Japon dans la salle Mikado avec Ikeda-san qui a accepté de nous ouvrir les bornes multiscreen Darius. Alors il faut bien savoir que ces bornes sont extrêmement rares même au Japon. Ici nous allons voir en détail la borne du 1, du 2, mais également la dernière, la Burst Another Chronicles. Darius, un nom qui fait encore frissonner de bonheur les nostalgiques de l'âge d'or des shoot'em up. Sorti en 1986 par l'éditeur Taito, Darius proposait une expérience sans précédent grâce à un scrolling horizontal étalé sur 3 écrans alignés. De passage à la salle Mikado à Tokyo, on ne pouvait pas manquer l'occasion de vous concocter un rapport détaillé sur ces machines rarissimes. La borne de luxe impressionne de par sa taille, mais également de par le souci du détail. Les sièges sont en cuir et chaque joueur dispose d'une prise casque. L'immense zone de jeu créée par les 3 écrans alignés est bluffante pour l'époque, on voit à peine la jonction entre les moniteurs. Regardons comment cette prouesse technique a été réalisée. Pour commencer, il faut enlever la vitre de protection fixée par 2 serrures. Une fois le champ libre, on s'aperçoit qu'en réalité, seul l'écran central est disposé face au joueur, les 2 autres sont situés en bas, à l'horizontale. La pièce maîtresse qui permet à la magie d'opérer est un miroir semi-réfléchissant placé de façon oblique. Ce miroir spécial ne laisse passer la lumière que dans un sens. Les écrans situés devant sont réfléchis vers le joueur, tout en gardant l'écran du fond visible. On obtient ainsi une image saisissante, sans écart entre les moniteurs. L'autre point fort du jeu est le son. Les musiques d'Ogura Isayoshi, membre fondateur de Zuntata, prennent au trip grâce aux puissantes enceintes de qualité. De plus, l'arrivée des boss avec le célèbre écran Warning, a huge battleship is approaching fast est accompagnée d'une musique aux basses si intense que le siège tremble. Les affrontements contre les boss deviennent ainsi de véritables moments épiques. Le secret est en fait une paire d'enceintes placées dans le meuble sous chaque joueur. Le siège joue donc le rôle de caisse de résonance et vibre pour une immersion totale dans le jeu. Les jeux compatibles 3 écrans sont très peu nombreux. Darius donc, The Ninja Warriors et une version de Darius 2. Ikeda-san a customisé sa borne pour pouvoir faire tourner en même temps Darius et The Ninja Warriors. Un switch au centre du panel permet de passer facilement de l'un à l'autre. Il en résulte un beau bazar de fils dans l'étroit compartiment à PCB prévu à l'origine pour n'accueillir qu'un seul jeu. De l'autre côté, on trouve les nombreuses alimentations nécessaires au fonctionnement de la borne. La série continue en 1989 avec Darius 2. Il existe une version à 3 écrans du jeu basée sur le hardware de Ninja Warriors, mais la plus répandue est la version 2 écrans dans un cabinet entièrement dédié.
L'expérience de jeu est toujours aussi intense et le système de miroir pour l'affichage des écrans est conservé. Les Darius Arcade qui suivront abandonneront le multiscreen pour pouvoir tourner sur des bornes génériques classiques. Darius Gaiden de 1994 et G-Darius de 1997 restent d'excellents jeux, mais ne proposent pas une immersion aussi grande que les deux premiers volets de la série. S'ensuit un grand vide de plus de 10 ans avant l'annonce qui a surpris tout le monde en juillet 2010, l'adaptation du jeu PSP Darius Burst dans une borne multiscreen. Déjà, les adaptations de jeux console en arcade sont peu fréquentes, mais proposer une borne dédiée pour un genre en grande perte de vitesse auprès du grand public était encore plus surprenant. La borne sortira bien en décembre 2010 sous le nom de Darius Burst Another Chronicles pour le plus grand plaisir des amateurs de shoot'em up. La borne dispose de deux écrans LCD 16/9 de 32 pouces et permet de jouer jusqu'à 4 en simultané. La claque reçue est aussi violente que sur le premier Darius. La zone de jeu est immense et la puissance du son est tout simplement hallucinante. Le système d'écran est exactement le même que celui utilisé 24 ans plus tôt, avec un miroir sans teint qui s'occupe de faire la jonction entre les deux dalles LCD. Le support n'a par contre plus rien à voir puisqu'il s'agit d'un Taito Type X2, un système basé sur un PC avec une carte graphique à 2 sorties DVI. Bien que coûteuse, la borne a l'air de fonctionner assez bien puisqu'une mise à jour a été effectuée le 29 juillet dernier. Le jeu s'appelle dorénavant Darius Burst Another Chronicles X et propose encore plus de vaisseaux et de niveaux. Si certains meurent d'envie d'y jouer, il faut savoir que la borne est jouable à Londres, au Goodge Street Casino. Darius continue donc d'écrire son histoire avec à nouveau une borne hors norme. Les fans n'y croyaient plus depuis longtemps et pourtant Taito l'a fait. Merci Taito! Voilà, ces bornes sont tout simplement incroyables, à des kilomètres de l'expérience que l'on peut vivre sur des adaptations chez soi, donc encore une raison de plus pour aller au Mikado. Et d'ailleurs, n'oubliez pas les sages paroles du gérant lors de la dernière émission, si vous aimez les jeux vidéo, jouez en salle d'arcade. Donc pour terminer ce grand élan de partage, de générosité, tous ensemble, on va se regrouper et puis on va se faire des câlins et des bisous. Voilà, moi d'ici je vous en envoie des bisous et puis n'oubliez pas de les partager chez vous, hein, parce que souvent il y en a, on les oublie trop et ça c'est pas bien.